Alors, sous le Magritte, ceci n'est pas une présentation parce que je vais directement passer la parole aux responsables académiques. Pour vous dire, c'est un projet qui va vous présenter Benoît Moritz, qui notamment à l'initiative d'un master, Auguste Cador ici, un master complémentaire, et qui est académicien et donc qui coordonne un cycle de conférences que je vais lui laisser directement présenter. Oui, mais moi je... Thomas, peut-être que tu viens avec moi. Bonsoir à toutes et tous. Je serai relativement bref, ou très très bref. Donc, je suis Benoît Moritz, membre de la classe des arts de l'Académie royale, et à l'initiative du cycle de conférences qui va être entamé ce soir, qui s'appelle Modernité et architecture en Wallonie, qui est donc un cycle qui est initié dans le cadre de Collège Belgique et qui prend ou qui essaie de capitaliser tout un travail qui a été fait, dont Thomas touchera un tout petit mot, de réalisation de guides d'architecture moderne et contemporaine qui ont été réalisés à l'initiative de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec l'ensemble des universités par guide de la Fédération, donc l'ULB pour le guide de Charleroi, Thomas en touchera un mot, l'UMONS pour le guide de Mons, l'ULG pour le guide d'architecture relatif à la ville ou au territoire liégeois. Donc l'initiative, elle vise à capitaliser sur ces guides et elle propose donc 3 conférences dans le cadre de ce cycle. Donc la première conférence de ce soir, qui est pour lequel Iwan Stroven est l'orateur principal et unique et principal. Il a été le coordinateur du guide d'architecture de Charleroi avec sa collègue et ma collègue Judith Lemaire. C'est d'ailleurs aussi un guide auquel j'ai participé ou auquel j'ai contribué par la rédaction d'un certain nombre d'articles. Il y aura donc également 2 autres conférences, une à Mons prévue une à Charleroi. Ça marche ? Oui, une à Liège, pardon, excusez-moi. Prévue le 2 avril, une conférence donnée par Sébastien Charlier, qui reviendra sur la production du groupe L'Équerre, qui est une agence qui a été fondée en 1935, une agence d'architecture et d'urbanisme, qui a été fondée en 1935 et qui a très fortement influencé l'histoire de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire en Belgique, qui a occupé une place en fait très significative également sur la scène internationale. Et puis le 3 octobre, donc c'est même relativement loin, à Mons, il y aura une conférence qui sera donnée par Patrick Burnia, qui est un de mes anciens collègues de l'ULB, et qui portera sur l'œuvre de l'architecte René Panis, qui est un architecte qui a été très actif à Mons et dans sa grande région. C'est notamment l'architecte de la gare de Mons qui a été malheureusement détruite, je pense. Et il a également été professeur à l'Académie royale des beaux-arts de Mons. Voilà, alors il y a 2 objectifs en fait à ces conférences qui sont relativement simples. C'est d'une part essayer de aider à une prise de conscience en fait de la qualité, la valeur et l'existence de ce patrimoine architectural qui a été réalisé par ces figures d'architectes, qui est un patrimoine qui reste, je pense, méconnu en Wallonie, et les guides d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles aident simplement à travers le travail d'inventaire à faire connaître en fait cette production architecturale. Et donc l'autre objectif de ce cycle, c'est bien évidemment aussi de valoriser cet inventaire, ce travail scientifique qui a été réalisé par les universités avec l'aide de la cellule architecture. Voilà. J'en termine là pour mon mot introductif et je cède la parole à Thomas More, qui est donc la personne qui travaille à la cellule architecture et qui a coordonné le guide de Charleroi. Merci Benoît. Voilà, nous tenons tout d'abord à remercier à la fois Benoît Moritz d'avoir initié ce cycle à la suite de la publication des guides d'architecture qu'il vient d'évoquer, l'Académie également de les organiser, et on est particulièrement heureux que cette conférence ait lieu dans le Palais des Beaux-Arts de Charleroi, qui est évidemment l'une des entrées significatives du guide de Charleroi qui est paru fin 2017, bâtiment de 1957. Nous sommes dans la salle des congrès avec la magnifique œuvre de René Magritte. Donc voilà, on est en plein dans le contexte que va évoquer dans quelques instants Iwan Stroven. Alors, peut-être simplement pour rappeler quand même, puisque ce cycle s'inscrit dans la suite des guides,
le guide de Charleroi, donc c'est le 4e volume d'une collection qui a commencé en 2014, Liège, Mons, Tournai et maintenant Charleroi. 326 projets, 650 photos, 330 plans, 70 auteurs, donc c'est vraiment une œuvre qu'on a voulu assez ambitieuse et qui n'aurait pas pu être réalisée sans un grand nombre de partenaires qui sont à la fois dans le domaine du patrimoine et du tourisme au niveau de la Wallonie, également nous en tant que ministère de la Culture, et les universités, ce qui était l'occasion de développer un partenariat de recherche qui a permis de faire progresser de manière assez significative la connaissance du sujet. Iwan aura l'occasion également d'en toucher un mot. Alors l'ambition, je ne vais pas revenir plus longtemps sur celle-ci, l'ambition des guides, mais simplement dire qu'en effet, la volonté, c'est essayer de faire remonter à la surface une architecture qui est encore trop souvent peu connue du côté wallon, mais qui est dotée de formidables qualités, toute cette architecture moderne. Et je vais enchaîner directement avec la présentation de notre orateur. Donc Iwan, il est responsable de la programmation architecture au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, donc Beaux-Arts Architecture. Il est chargé de cours à la faculté d'architecture à la Cambre-Horta, à l'ULB, et il est ingénieur architecte diplômé à l'université de Gand. Il a étudié la philosophie à l'université d'Anvers. Il a publié une série de monographies sur les frères Bourgeois, Alfred Hardy, Jules Waps, et il est le coéditeur d'un livre sur le mobilier des années 50 en Belgique. Il prépare également une publication très significative sur le travail de Victor Bourgeois. Pour terminer, je vais le citer en fait dans l'introduction qu'il a fait du guide de Charleroi. Il écrit cette belle phrase. Ce guide a pour ambition de rendre impossible à jamais qu'un amateur d'architecture puisse dire « Nous sommes passés par Charleroi sur l'autoroute, mais nous avons décidé de passer notre chemin parce qu'il n'y a rien à voir. » Voilà, je lui passe la parole. Merci Thomas pour cette belle introduction. Merci Benoît aussi pour l'invitation. Ça va mieux? Oui. Je dois avouer que je suis ému d'être invité ici, dans cette très belle salle. Ému, mais aussi très honoré d'ouvrir ce cycle de conférences de Collège Belgique dédié à l'architecture. Et je dois dire que c'est un vrai honneur de faire une conférence ici, dans cette salle Magritte, puisque René Magritte était un ami de jeunesse de le sujet de ma conférence ce soir, Victor Bourgeois. Victor Bourgeois était, comme Magritte, un carolorégien, et ils étaient, au moins pendant la guerre et juste après la guerre, des très bons amis qui partageaient pas mal d'idées. Ils ont étudié ensemble à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles pendant la guerre, et après la guerre, à la fois Victor Bourgeois et René Magritte étaient impliqués dans la fondation d'une série de revues et de centres d'art dans les années d'avant-garde artistique qui se déroulent directement après l'armistice à Bruxelles. Et ils se sont rencontrés à ce moment-là, avant de se quitter, puisque Victor Bourgeois, avec son frère Pierre, on y reviendra, sont devenus les protagonistes du mouvement moderne et du modernisme belge, bruxellois de ces années-là, tandis que René Magritte a pris toute une autre direction avec son œuvre. Alors, vous m'entendez pas? Tout est... Comment on va résoudre? C'est parce que je parle pas clairement, parce que j'articule pas bien. Il y a une résonance. Il faut que je parle moins fort, ou il faut mettre peut-être le son moins fort. Ça, je continue, j'essaye de... C'est mieux maintenant? Pardon?
Avec le micro. Allez, je vais prendre le micro. Je continue. Ok. Pas trop fort. Du coup, Victor Bourgeois aurait été très très content de savoir que je donne cette conférence ce soir ici, dans cette salle, pour cette raison. Évidemment, je n'ai jamais rencontré Bourgeois, c'est-à-dire de vivant, parce que Bourgeois est né en 1897 et il est mort en 62 du siècle dernier. Moi-même, je suis né que 12 ans plus tard, en 74, et il n'y a jamais eu de rencontre physique, quoique j'ai passé pas moins de 10 ans de ma vie d'étudier toutes les traces qu'il a laissées à la fois dans les archives et dans le patrimoine construit, bâti, un peu partout en Belgique et même un peu à l'étranger. Alors, je l'ai rencontré en quelque sorte, quand même, et j'ai commencé à la fois à l'admirer et à le détester. Et voilà, vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi. Victor Bourgeois est alors l'objet d'une thèse que j'ai défendue en 2015 à l'Université de Gand et à l'Université libre de Bruxelles, une thèse qui aujourd'hui fait l'objet d'une publication en anglais. Et j'aurais voulu, j'aurais été très fier de présenter cette publication ici ce soir, mais elle est en cours de finalisation. C'est une publication d'une traduction anglaise de cette thèse, une thèse qui a été écrite et rédigée en néerlandais, mais qui a comme titre Modernity, modernité, Tradition and Neutrality, modernité, tradition et neutralité. Pourquoi ces trois mots ? Pour plein d'architectes modernistes du XXe siècle, on a dit qu'ils font une œuvre qui se réfère à la modernité. C'est évident, ce sont des modernistes. Ils célèbrent la modernité, ils célèbrent le progrès technologique, technique, ils célèbrent le progrès social. C'est ça essentiellement le trait du modernisme. Mais en les étudiant, on a vu que ce n'est pas seulement une espèce de porte-à-faux, une espèce de rupture avec la tradition, mais qu'en dessous et en filigrane et en fondament, dans la fondation de leur approche, il y a toujours aussi une tradition. Souvent parce que tous ces architectes ont bien entendu été formés. Ils ont été formés souvent dans les académies des beaux-arts. Et dans ces académies, ils ont dû apprendre l'architecture et cet apprentissage se trouve un peu par la force des choses dans la production architecturale qu'ils ont faite. Alors, c'est au cours du XXe siècle qu'une série d'historiens n'ont pas seulement découvert qu'il y a des liens qui lient Le Corbusier, l'architecte moderniste franco-suisse, le moderniste par excellence, avec l'œuvre de Palladio. Je réfère à un historien de l'architecture, Colin Rowe, qui a fait des études et démontré que dans la façon de composer les plans, il y a une vraie filiation entre Le Corbusier et Palladio, architecte de la Renaissance. Mais aussi dans d'autres œuvres, on peut parler de Louis Kahn ou plein d'autres modernistes, il y a la tradition qui continue à vivre. Alors, c'est un peu un cliché de dire d'un architecte qu'il est à la fois intrigué par la modernité et la tradition, qui fonde son modernisme sur une espèce de synthèse des deux. Ce qui est spécifique chez Victor Bourgeois, c'est la neutralité. Cette synthèse, cette volonté de faire un lien entre modernité et tradition se fasse par le concept de neutralité, un concept qui aura sa pleine signification dans l'espace urbain. Alors, Bourgeois
et c'est un peu la thèse ou ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, Bourgeois a essayé de faire une œuvre neutre, de faire ou de contribuer à une plastique urbaine à travers la constitution d'une œuvre architecturale qui se veut neutre. Neutre veut presque dire, chez Bourgeois, anonyme. Et anonyme est toujours aussi un peu gris. Alors du coup, c'est un peu difficile d'aimer l'œuvre de Bourgeois parce que c'est aussi un peu une œuvre anonyme. Bourgeois fait une espèce de grand tour de disparition. Il est à la fois l'architecte le plus connu de sa génération, de son vivant, mais qui a l'ambition de faire une architecture neutre qui fait qu'aujourd'hui, presque plus personne parle de Bourgeois. Alors c'est une espèce de paradoxe. Alors, Bourgeois était l'incarnation de ce paradoxe. Je vais vous montrer une série de photos juste pour vous montrer quelle est cette œuvre neutre dont je veux parler et quelle est cette œuvre presque anonyme dont je veux parler. Ce sont des photos qui ont été commanditées par la communauté française à un photographe d'architecture contemporaine qui s'appelle Maxime Delvaux et qui est un photographe très doué et qui normalement fait des photos de nouvelles réalisations. Et il fait des photos, je continue un peu, des photos pas numériques, digitales, mais des photographies sur film, sur pellicule, et ça donne une certaine patine à ces photos, des teints pas saturés, des couleurs assez, on va dire, pastel, où tout se fond, où l'image se fond aussi dans le ciel. On va avoir très peu de ciel bleu, plutôt gris. Et vous voyez ici la cité moderne. Ce sont alors des photographies qui ont été commanditées par la communauté française pour être inclus dans la publication que je suis en train de préparer et dont je vous ai montré la couverture. Ça, c'est la cité moderne qu'il a réalisée à Berchem-Sainte-Agathe en 1922. Toujours cette même cité moderne. La cité moderne, mais cette fois-ci, une extension des années 50, 55, une tour qui a été rajoutée. Et au même endroit, une extension des années 20. Toujours la cité moderne, extension des années 20. Et ça, c'est le projet d'origine qui a été réalisé entre 22 et 25. Toujours la cité moderne. Vous voyez, il y a beaucoup de photos de la cité moderne parce que c'est l'œuvre qui est considérée comme l'œuvre principale, l'œuvre de jeunesse de Bourgeois. Encore la cité moderne, à Berchem-Sainte-Agathe, 22, toujours la cité moderne. Et puis une petite école à Kesselo, près de Leuven, en Flandre, 1955. Mais vous voyez, c'est toujours un peu une architecture un peu grise, un peu neutre, un peu qui disparaît un peu. On ne soupçonnerait pas, c'est toujours cette même école à Kesselo, près de Leuven, des années 50. Toujours cette même école. Une école, et on parle surtout de l'extension à gauche de l'école et l'entrée, une école à Saint-Guilain, pas loin d'ici, avec une entrée monumentale de 1937. Toujours cette même extension. L'intérieur, beaucoup de lumière naturelle, voilà. L'hôtel de ville d'Ostende, que vous connaissez peut-être, vous y passez devant quand vous allez à la mer en voiture. En entrant à Ostende, on voit à gauche cette œuvre. Hôtel de ville d'Ostende, toujours qui date de 1954,
intérieur, la salle de conseil, la salle de mariage. L'Office des chèques postaux à Bruxelles, 1937. Toujours, 1937, et un chantier qui dure pendant la guerre, et le bâtiment est fini en 1947. Toujours l'Office des chèques postaux, qui aujourd'hui abrite les bureaux des ministres flamands, ou du Parlement flamand, des parlementiers flamands. Toujours l'Office des chèques postaux. Toujours la même chose. Ça, c'est l'intérieur, qui était la salle des guichets de ce même immeuble. Plus près d'ici, l'orphelinage, le berceau, près de la Cité de l'Enfance, à Marcinelle, même bâtiment, qui date de 1955, 56, ces zones-là. Toujours ce même bâtiment. L'extension de la Cité de l'Enfance, une œuvre qu'il a réalisée en collaboration avec Marcel Le Borgne dans l'après-guerre, à partir de 1947. L'économat de cette Cité de l'Enfance, l'administration qui se trouvait dans ce bâtiment. Un des pavillons, la Cité de l'Enfance, est derrière la pouponnière, le berceau, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Les usines Gustave Boel, les bureaux des usines Gustave Boel à La Louvière, bâtiment qui date de 1940, le projet au moins. L'extension de la maternité Reina Street, qu'il a réalisée ici au centre de Charleroi, en collaboration toujours avec Marcel Le Borgne. Par ailleurs, Marcel Le Borgne et son frère Henri Le Borgne ont passé ou ont suivi leurs études dans le même collège des jésuites que les frères Bourgeois. Alors c'était une école qui a produit beaucoup d'architectes qui sont devenus assez connus. La rue du Cubisme, 1922, à Bruxelles, c'est la première réalisation pour la cité moderne, mais en dehors de la cité moderne. C'est pas à Berchem-Saint-Agathe, mais à Koekelberg. Une extension d'une maison, Vogels, 1930, à Schaerbeek. Notez qu'il n'y a pas de porte-entrée, mais juste un garage. En fait, c'est une extension de la maison qui se trouve juste à côté. La maison et l'atelier pour le sculpteur Oscar Jespers, 1929, 29, à Beaulieu-Saint-Lambert, l'intérieur. L'atelier pour le peintre Lamblot à Uccle, des rares réalisations de Bourgeois à Uccle, avec l'intérieur, avec la fenêtre qui permettait le peintre de regarder qui se présentait à la porte quand il était en train de travailler, quand il sonnait. Et la toute première réalisation de Bourgeois, un immeuble d'habitation sociale à Koekelberg aussi. Puis un immeuble de 1930, avenue Roosevelt, Franklin Roosevelt, à Bruxelles, près de l'ULB. Et à Koekelberg, un immeuble d'appartement. Vous voyez, c'est vraiment, si on dirait que c'est un immeuble important, personne nous croirait. Une habitation pour l'ingénieur qui a fait tous ces calculs, l'ingénieur Chapeau, 1932, et une maison particulièrement
modeste. Il ne faut pas regarder l'extension sur la toiture, mais c'est tout ce qui est en dessous de la corniche en façade. Une maison pour un banquier, si je ne me trompe pas, Eliat, à Bruxelles. Et puis une maison qui initialement n'avait pas de toiture en pente, comme aujourd'hui, mais qui était purement cubique, une maison pour un violoncelliste à Berchem-Saint-Agathe. Voilà. Si on voit toutes ces images défiler, tous ces projets, on peut faire deux constats. D'une part, c'est un peu une œuvre neutre, une œuvre un peu grise, en tout cas pas une œuvre très 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 raffinée, pas une œuvre comme Le Corbusier qui nous fait rêver et dont on peut s'inamourer, ou on peut tomber amoureux. Certaines de ces réalisations sont bien entendu intéressantes, mais sont souvent aussi un peu anonymes. Et cette signature anonyme, un peu paradoxe, signature anonyme, vaut tant pour ces œuvres de jeunesse que pour l'œuvre à la fin. Alors, et ça, c'est un peu grâce au travail de Maxime Delvaux qu'on voit l'entièreté de ces réalisations comme un tout. C'est photographié de la même manière, assez objectif, avec ces tons assez neutres, et qui fait transparaître toutes ces réalisations ensemble comme un tout, comme une vraie œuvre. Et ça, c'est en quelque sorte cette unité de l'œuvre de Bourgeois. Et j'ai laissé les images dans l'ordre que Maxime les a livrées. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais c'est un peu dans le désordre. Et tout se met l'un sur l'autre, et ça devient assez cohérent. Et cette unité de l'œuvre de Bourgeois a toujours été, pour moi, pour ma recherche doctorale, une hypothèse de travail. Alors l'hypothèse est qu'il y avait une unité dans l'œuvre de Bourgeois et une cohérence. Et ce n'est pas du tout une hypothèse évidente, parce que si on fait l'état de l'art, ce que j'ai fait au moment de commencer d'étudier la figure, et on allait voir dans les différentes histoires de l'architecture moderne quelle était l'image qui sortait de Bourgeois dans ses publications. Si on fait ce qu'on appelle, si on retrace la fortune critique de la figure, pas seulement dans son œuvre construite, mais aussi de ses écrits, etc. Il y a deux éléments, deux lignes de force qui viennent en avant, et tous les historiens de l'architecture le répètent à chaque fois, et ça commence juste après sa mort avec une publication de Bontrader en 1963. Bourgeois, le jeune, l'avant-gardiste, le moderniste, suit de la cité moderne à Berchem-Saint-Agathe, de sa maison personnelle à Kuckelberg et de la maison d'Oscar Jespers. Cet architecte-là est très très intéressant, et iconoclaste, et moderniste première heure, très important, avec une intensité qu'on ne va pas trouver dans l'œuvre de l'après-guerre, avec l'immeuble des chèques postaux dont on a parlé déjà, l'hôtel de ville d'Ostende ou la pouponnière, le berceau à Marcinelle. Alors, ces œuvres-là, les œuvres tardives, sont considérées par ces auteurs comme pas intéressants, comme trop anonymes, comme une espèce de manque d'intensité. Par contre, le début est intéressant, selon ces auteurs. Et il y a une deuxième ligne qui se démarque dans ces publications, c'est que Bourgeois, qui a été énormément actif dans le monde de l'édition, il a fait toute une série de revues, et entre autres cette fameuse revue d'avant-garde artistique qui a existé depuis 1922 jusqu'en 1929 à Bruxelles,
hebdomadaire artistique, hivernal, cet art. Et puis d'autres aventures, mais dans les années 30, il commence une autre revue qui s'appelle Bruxelles. En total, il a fait pas moins de 6 revues dans sa vie. Puis, il fait plein de publications. Il publie au moins 2, 3, voire 4 articles par an avec des essais sur l'architecture, pas seulement dans cet art, mais dans toute une série de revues nationales et internationales, où on peut retracer vraiment l'évolution de sa pensée. Alors, Bourgeois serait, selon ses auteurs, les auteurs qui ont écrit l'histoire de l'architecture en Belgique, serait beaucoup plus intéressant comme théoricien, comme penseur, comme essayiste, que comme constructeur. Et là, vous voyez une photo de Bourgeois à la fin de sa carrière d'enseignant, une photo prise à la Cambre, aujourd'hui Art Visuel, mais à l'époque l'Institut supérieur d'art décoratif que Henri Van de Velde avait créé en 1927 à Bruxelles, et où Victor Bourgeois était invité comme un des premiers profs à donner cours, pas des cours d'architecture, mais des cours de forme pure, mais c'est l'objet d'une autre conférence qu'on donnera à un autre moment. En tout cas, on disait, voilà, comme penseur, comme médiateur, comme personne culturelle et comme enseignant, il est beaucoup plus intéressant que comme constructeur, comme bâtisseur, comme architecte qui construit. Et ces 2 lignes font que, finalement, si on les prend au sérieux, il faudrait lire Bourgeois. Si on lit Bourgeois, ce n'est pas une lecture très, très agréable, et c'est une façon de penser un peu badinant, promenant. Il se promène, et de temps à autre, il voit quelque chose d'intéressant, il raconte une anecdote, il raccroche l'anecdote à quelque chose d'autre, mais ce n'est pas un penseur cartésien, ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment écrit un grand traité d'architecture. C'est des textes qui sont qu'on pourrait typer comme son frère le faisait, comme des espèces d'essais d'un pic de Mirandole à la petite semaine, où voilà, on prend tout ensemble et on en fait. Du coup, si ça c'est mieux que son architecture, et dans son architecture, c'est que le début qui vaut peut-être quelque chose, bon, on arrive dans un cul-de-sac et on dit, mais ça ne veut rien dire. Et en fait, ce que ces auteurs, avec ces deux dimensions et ces 2 lignes d'attaque, ou de ces 2 constats, ont essayé de faire, c'est de sauver Bourgeois de sa propre médiocrité. Et il faut le voir, il faut vraiment le considérer dans son ensemble, et dans ce qu'il a essayé de faire. Et à mon avis, c'est pas médiocrité, c'est un peu fort comme terme évidemment, mais au même temps, je pense que c'est approprié. Allez, en néerlandais, on dirait middelmaat. C'est pas une architecture, un architecte qui fait de la haute couture. C'est pas non plus un architecte qui fait de l'architecture de promotion. C'est un architecte qui fait peut-être du prêt-à-porter moyen, un peu moyen, et qui a voulu faire ça. Mais comment on peut le thématiser? Alors, ma proposition, c'est de le thématiser via ce concept de la neutralité. Bon, Bourgeois, pourquoi il était si connu de son vivant, hein? Vous pouvez maintenant dire, mais il nous parle de médiocrité, il nous parle d'enseignement qui était peut-être intéressant, mais un penseur qui est quand même un peu, oui, pic de la Mirandole à la petite semaine, c'est quand même une drôle de figure. Bourgeois était, de son vivant, l'architecte moderniste le plus connu de la Belgique, grâce à cette action artistique qu'il a entreprise avec son frère. Et aussi parce que Bourgeois
est à la fois ce constructeur, cet architecte, et également quelqu'un qui publie beaucoup. Et par ailleurs, vous voyez deux ex-libris des deux frères Bourgeois, Victor Bourgeois à gauche, Pierre Bourgeois à droite. Celui de Pierre a été fait par René Magritte en 1919, juste après la guerre. Et mon hypothèse est que derrière la figure publique de Bourgeois, de Victor Bourgeois, il y a toujours aussi deux figures réelles qui se trouvent. D'une part, Victor Bourgeois lui-même et son frère, Pierre Bourgeois, qui était un an plus jeune que Victor, mais qui, d'un point de vue intellectuel, était beaucoup plus fort, qui a fait des études classiques à Charleroi, qui a rejoint son frère pendant la guerre, au moment que leur père meurt et que la mère décide de rejoindre la tente où Victor habitait, ou logeait à Bruxelles, et où les deux frères finalement se trouvent ensemble pendant la guerre. Et avec ces deux frères, c'est vraiment Pierre Bourgeois qui s'inscrit à l'Université Nouvelle à Bruxelles, entre en contact avec Edmond Picard, avec toute la tradition philosophique de la capitale. Et c'est Pierre Bourgeois qui est le cerveau des deux. Et c'est celui qui va donner un sérieux à la démarche de Victor Bourgeois. Et là, vous voyez un des premiers projets que Bourgeois fait après la guerre, avec un associé, Van der Drift. Et à droite, l'affiche d'une conférence que Pierre Bourgeois donne en 1921 à Anvers. Et c'est assez particulier de voir qu'avant l'architecture moderniste qu'on a vue avant dans les projets de Bourgeois, la cité moderne, etc., qu'il y a cette espèce de flirt avec l'art nouveau qui est toujours là, à la fois un peu une interprétation de la sécession viennoise, une interprétation évidemment grâce à la présence du Palais Stoclet à Bruxelles. Les jeunes suivent un peu cette nouvelle mode et font ce genre d'architecture. Et Pierre Bourgeois qui fait une conférence sur l'architecture moderne qui sera publiée dans cet art et qui constituera le premier texte sérieux sur l'architecture dans la revue. Ce n'est pas Victor qui le signe, c'est Pierre. Et Pierre est à chaque moment décisif de la vie et de la carrière d'architecte de Victor Bourgeois. Il est là. Il est là quand, en 1922, il constitue une société coopérative d'habitation à bon marché, la Cité moderne. Ce sont les amis littéraires de Pierre qui constituent le noyau dur de cette entreprise. Alors c'était une société coopérative qui allait acquérir des terrains pour construire tout un quartier avec des prêts à long terme, etc., que l'État prévoyait, et qui finalement a donné lieu à cette réalisation que Bourgeois fait en 1922, à l'âge d'à peine 25 ans. Il réalise 275 habitations à Berchem, dans la capitale belge, et c'est incroyable. C'est vraiment, c'est fou. Le Corbusier, qui avait 10 ans de plus que Bourgeois, a dû attendre 1926 pour réaliser 200 habitations à Pessac. Ceci est 5 ans avant par un jeune architecte qui vient voilà. Et toute la carrière de Bourgeois a été fondée sur cette réalisation. Et sur la publication de cette réalisation dans cet art qui est cette revue, cette hebdomadaire hivernale, culturelle, artistique de Bruxelles.
sur lequel on va revenir après aussi. En tout cas, vers 1925, quand la cité moderne est livrée, il consacre un numéro entier, un numéro spécial consacré à la cité moderne. Cet art s'est inscrit dans un réseau européen d'avant-garde artistique à ce moment-là. Et vous voyez là le swastika avec toutes les revues, mais c'est très difficile à voir. Mais bon. En tout cas, c'était inscrit dans un vrai mouvement d'avant-garde en Europe. Et du coup, surtout en Allemagne, on va remarquer l'œuvre de Bourgeois. Vous voyez ici Bruno Taut, une des grosses architectes allemands de l'époque, n'hésite pas de mettre la cité moderne, ici, sur la couverture de sa publication, sur la construction des quartiers d'habitation. Hannes Meyer, qui sera le deuxième, et moins connu, mais deuxième directeur du Bauhaus à Dessau, il va publier dans la revue suisse Das Werk un article sur le mouvement moderne en Belgique, tous les arts confondus, mais qui ouvre avec cette photo de la cité moderne, avec une photo de la rue du Cubisme et avec d'autres publications de Bourgeois. Et c'est vraiment, à ce moment-là, Bourgeois est une star de l'architecture, de la scène internationale européenne d'architecture moderne. 2 ans plus tard, en 1927, il est invité parmi la crème de la crème des architectes européens à construire une habitation dans le fameux Waisenhof-Siedlung à Stuttgart. Une initiative du Deutsche Werkbund menée par Mies van der Rohe, grand architecte allemand. Et il va construire cette maison pour Dr. Boll, la maison 10. Bon. Il y avait d'autres architectes, il y avait Gropius, il y avait Le Corbusier, il y avait... Et cet événement, la construction de ce quartier modèle, a toujours été considéré comme un des moments clés de la construction et l'institutionnalisation du modernisme international. Et notamment 1 an plus tard, en 1928, en juin pour être plus précis, en Suisse, il y a les congrès internationaux d'architecture moderne, CIAM, qui sont créés. Et c'est vraiment le moment où tous ces architectes internationaux, vous reconnaissez sans doute Le Corbusier avec ses lunettes au milieu, à côté de lui, à droite, se trouve... Hélène de Mandreau, qui est invitée dans son château dans le canton du Vaud, à la Sarraz, tout ce cercle d'architectes qui était une mécène et qui invitait aussi d'autres artistes dans ces domaines. Et on voit ici, là, avec sa cravate, Victor Bourgeois, parmi eux. Et il n'est pas seulement présent, Bourgeois, il va aussi jouer un rôle de premier ordre. Normalement, il y avait un président pour le premier congrès, pour les congrès, c'est Karl Moser, mais architecte viennois, qui va remercier, c'est un architecte de notre génération, qui trouvait ça un peu trop tendancieux d'aller là, comme il avait accepté la présidence. Il n'est pas là et Bourgeois va prendre le rôle de médiateur et de modérateur des conversations et des discussions entre les architectes. Et c'est un moment très très tendu entre les différents architectes, entre autres, pour faire très court, il y a une discussion idéologique entre Le Corbusier, toujours un architecte très très apolitique avec une vision lyrique de l'architecture, mais qui dit en gros que l'architecte ne doit pas se mêler de politique. Et de l'autre côté du spectre, on trouve les architectes engagés, qui étaient les amis de Bourgeois, des architectes engagés tels que Hannes Meyer ou Ernst May, l'architecte de la ville de Francfort, un socialiste, pour ne pas dire
marxiste qui, par ailleurs, en 1930, va partir en Union soviétique quand le pouvoir en Allemagne commence à aller dans l'autre sens. Bourgeois continue à jouer pendant les premières années des SIAM un rôle super important. Alors ça explique que, voilà, par exemple, en 1930, il organise le 3e congrès à Bruxelles. Vous voyez ici Bourgeois. Vous voyez Le Corbusier, mais aussi Mies van der Rohe et Henri van de Velde, par ailleurs, le seul qui ne veut pas se présenter comme ça au film du photographe, mais qui se met un peu... Voilà. Je ne vais pas aller en détail, il y a toute une psychologie de cette photographie qui est extrêmement intéressante, mais Bourgeois est au centre de ce mouvement et c'est un peu le dernier moment qu'il est encore un des grands acteurs ici, en 1930. Après, c'est plus ou moins fini. Il organise une exposition comme médiateur sur... il y avait il y avait plein d'expositions. Ça, c'est l'exposition qui venait du congrès précédent, qui s'était déroulé en 1929 à Francfort. Il reprend l'exposition, c'est une exposition sur l'habitation minimum. Il y a une autre exposition qui se rajoute à Bruxelles sur le lotissement rationnel. Après, c'est à peu près fini son rôle dans les SIAM. Mais il faut savoir que de son vivant, pour ses étudiants, pour ses contemporains, ça restait cet architecte, jusqu'à la fin de sa vie, cet architecte qui avait eu une rencontre avec l'histoire de l'architecture moderne. C'était lui qui avait rencontré Le Corbusier, Mies van der Rohe, qui était ami personnel de Hannes Meyer, ami personnel de Fernand Léger, voilà, c'était une légende sur pied de son vivant, c'était un mythe. Bourgeois était un vrai mythe. Et il était aussi l'objet d'une mystification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à raconter des histoires sur lui. Vu qu'il était moderniste, l'histoire était racontée qu'il aurait déchiré son diplôme devant les yeux de son jury à l'Académie des Beaux-Arts. Quelque chose qui est complètement faux, parce qu'il n'a jamais obtenu de diplôme. Mais vous voyez, c'était un architecte qui Après, il fait une série et je vous montre un peu ces réalisations qu'il a fait pour puis revenir sur cette question de la neutralité. Il va réaliser entre 1925, après la livraison de la Cité moderne, et 1930, la crise. Il va réaliser une série de villas et de maisons blanches. Ça, c'est sa propre maison qu'il a réalisée avec les honoraires qu'il avait touchés pour la Cité moderne. La maison pour le musicien. Une double maison pour Herman Terling, le futur directeur de l'Institut de la Cambre, et de Karl Maass. Karl Maass, un des avant-gardistes qui était impliqué dans l'aventure de la cité de cet art, mais aussi de la cité moderne, pour lequel Karl Maass a fait des meubles. La maison en 1929 du sculpteur Oscar Jespers. La maison à Uccle pour le peintre Lamblot. Et puis, en fait, il fait toutes ces maisons. Il avait fait entre 1922 et 1925 un quartier entier d'habitation, mais en 1925, le gouvernement décide d'arrêter les subsides pour les habitations à bon marché.
et pour ses quartiers, pour ses cités-jardins. Et du coup, tous ces architectes de sa génération se voyaient obligés de faire ces petites commandes. Et en réalité, avec le premier SIAM à la Sarraz, il avait énoncé un programme qu'il voulait faire une nouvelle ville. Leur objectif, ce n'était pas faire l'architecture moderne, non, c'était de faire des villes modernes. Et vous pouvez comprendre qu'il y a une espèce de paradoxe entre un architecte qui a déjà construit tout un quartier de ville, quand même, 270 habitations, et puis le fait qu'ils ont cette ambition d'aller plus loin, et le fait qu'ils sont obligés, par la commande, de faire finalement des habitations pour la bourgeoisie illuminée. Et du coup, Bourgeois veut absolument pousser l'urbanisme comme science et comme préoccupation de l'architecte. Alors il va proposer, ensemble avec Paul Hotelet, en 1931, de construire sur le Mont des Arts un urbanéum, une institution à étudier et à urbaniser la ville, avec une espèce de grande vue sur le panorama de la ville qui permet de regarder la réalité de la ville et le comparer avec une réalité projetée. Par le trou, on pouvait aussi voir une grande maquette de Bruxelles. Et il a proposé cet urbanéum pas seulement pour Bruxelles, mais aussi pour Tervuren, à côté du musée colonial, et également pour Charleroi. C'est très intéressant, il recycle l'idée, et il propose à chaque fois, voilà, il faudrait créer un musée, une vraie institution à urbaniser, à étudier la ville et à faire des propositions. Et lui-même, il va aussi, pour son propre compte, commencer à faire des propositions pour Bruxelles, en quelque sorte des contre-projets. Ceci est un contre-projet avant la lettre, parce que c'est Maurice Culot, un autre Carole Orégien, et par ailleurs étudiant, un des derniers étudiants de Victor Bourgeois, qui a initié cette pratique des contre-projets à Bruxelles. Mais en quelque sorte, ceci est un contre-projet avant la lettre, parce que ça proposait une autre jonction entre la gare du Midi et la gare du Nord, avec une halte centrale ici, vers la porte Anvers, à Bruxelles. Aujourd'hui, la jonction, comme vous le savez, passe par ici et a amené à la démolition de quartiers au centre de Bruxelles. Ce n'est pas que Bourgeois ne prévoyait pas de détruire tout le quartier nord aujourd'hui, c'est cette zone-là, et dans le projet de Bourgeois, ça va bien au-delà. Il prévoyait de le raser et de le reconstruire avec une architecture, voilà, bien moderne, des blocs. Voilà. On reviendra là-dessus aussi. Il continue avec un autre projet. Mais vous voyez, c'est l'échelle, c'est ça l'échelle qu'il ambitionne et l'échelle qu'il n'arrive pas à atteindre dans la réalité. Mais c'est ça le rêve, de faire des villes modernes. En 1933, pour le 4e congrès SIAM, qui se déroule sur une croisière qui va de Marseille à Athènes, et où tous ces architectes discutent de la ville fonctionnelle, et ils font des analyses des villes existantes pour dire quel est le dysfonctionnement de ces villes. Alors Bourgeois fait 2 cartes magnifiques d'analyse à ce moment-là, une carte Bruxelles, une autre de Charleroi, qui est ici. Et en principe, c'était l'idée de faire aussi une carte d'Anvers, mais il n'a pas fait, il n'avait pas le temps et pas les moyens pour la réaliser. Mais l'idée était d'étudier cette conurbation, comme il l'appelait, entre ces 3 villes, cet axe A, B, C, Anvers, Bruxelles, Charleroi, où il y avait, selon dans l'idée du groupe belge des SIAM, qu'il y avait peu à peu une ville linéaire qui était en train de se créer spontanément.
paradoxe, parce que la ville linéaire, c'est un concept utilisé par les architectes soviétiques à ce moment-là, et les Belges utilisent la ville linéaire comme un moyen de lire la réalité urbaine que le capitalisme ou l'industrialisation du pays amène spontanément. Alors c'est une espèce de paradoxe entre un modèle d'urbanisation et une urbanisation spontanée. Et cette fameuse carte de Charleroi qui doit montrer à quel point l'urbanisation de Charleroi s'est déroulée de manière chaotique, avec des quartiers d'habitation qui s'installent à côté des industries. Et vous voyez toutes ces zones noires avec les marteaux, c'est des industries. L'industrie du verre là-haut, et puis les zones rouges, c'est les zones qui sont urbanisées, essentiellement dédiées à l'habitation. Cette carte sera aussi une espèce de fond que Bourgeois va utiliser par la suite pour toute une série de propositions qu'il va faire sur Charleroi. Ceci est une vue depuis le sud vers la Sambre, et vous voyez la tour de l'hôtel de ville apparaître en haut au milieu. Et on voit des quartiers qu'il prévoyait d'urbaniser, des quartiers d'habitation ou aussi des centres de loisirs qu'il aimerait bien réaliser. Tout ça ne se réalise pas. En 1936, néanmoins, il entre dans l'administration. Il devient conseiller dans le ministère de la Santé publique qui vient d'être créé. Et il va, entre autres, s'occuper de la plage d'Hofstade et de toute une série de centres de loisirs en Belgique. Et Hofstade, c'est le seul qui est réalisé, avec des architectures très très intéressantes d'étudiants à lui, comme par exemple Maxime Weyland ici, c'est une image du bâtiment de plage à Hofstade, ou toujours à Hofstade, une piscine en plein air réalisée par un collègue à lui à la Cambre, Charles Van Nutte. Et en 1937, toujours un peu par le biais de ce rapprochement avec le pouvoir, il va avoir sa première commande publique d'importance, d'une certaine importance, et c'est ce bâtiment pour l'Office des chèques postaux, réalisé entre 1937 et 1947. Après la guerre, il réalise ici, il montre la maquette de la réalisation à Le Corbusier. Il réalise l'hôtel de ville d'Ostende et d'autres bâtiments comme la Pouponnière, le Berceau, dont on a déjà parlé. Mais ce qui est paradoxal, Bourgeois va continuer à construire beaucoup de réalisations, et aujourd'hui, et à les publier, et toutes ces 4 réalisations ont été amplement publiées dans la presse belge, mais chacun de ces 4 ont été détruits sans qu'il y ait aucun débat sur cette destruction, sur la question de la valeur patrimoniale. Ça passe comme ça. Et sans doute, une des raisons est qu'il y a un manque de recherche, mais c'est aussi un manque de connaissances, et du coup, dans les dossiers de destruction, de démolition et de reconstruction, on peut facilement dire que l'architecte n'est pas connu, personne ne dit rien, voilà. Et il n'y a pas de débat du tout, et on démolit. Et... Vous voyez, ça c'est à Liège. En haut à gauche, c'est les usines de Baume et Marpan. À droite, c'est encore en élaborant le guide de Mons que j'avais dit, mais il faut absolument mettre ce bâtiment dedans parce qu'il est important. C'est à Braine-le-Comte. Et je me rappelle encore dire à Lamia, mais regardez, sur Google Street View, il est bien là. Elle est allée sur place et il n'y avait plus rien.
détruit sans que personne n'a rien dit. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est toujours cette architecture neutre, cette architecture un peu grise. C'est difficile aussi à commencer à lancer une pétition pour un bâtiment qui a l'air d'être le même qu'il y en a une centaine d'autres à côté. La spécificité, évidemment, de l'œuvre de Bourgeois est que, dans ses meilleurs moments, la cité moderne, mais aussi la Pouponnière, le Berceau, c'est des bâtiments qui sont très, très chargés, qui sont intéressants. La particularité de Bourgeois est aussi qu'il a thématisé cette neutralité, pas seulement par ses écrits, mais aussi par ses œuvres. Alors, du coup, ça le rend quand même très intéressant à le garder comme une espèce de trace d'une neutralité qu'on trouve par ailleurs chez plein d'architectes modernes. Il y a plein d'architectes qui n'ont, et surtout à Charleroi, et comme quand j'ai fait ce guide sur l'architecture contemporaine et moderne à Charleroi, je m'en suis bien rendu compte, il y a plein de bâtiments très, très intéressants à Charleroi, un peu neutres, mais dont l'architecte, l'auteur, n'est pas du tout connu. Et du coup, voilà, c'est un peu... Le cas de Bourgeois nous permet de s'intéresser à cette neutralité urbaine et aussi de comprendre pourquoi il le met en place. Alors je vais terminer cette conférence par parler un peu de cette neutralité urbaine et comment elle est mise en place dans la pensée de Bourgeois. Il y a 3 moments, grosso modo. Le premier moment, c'est le moment de cet art. Cet art, il y a un numéro manifeste dans lequel toutes les disciplines qui sont traitées dans la revue passent la revue. Et l'architecture est le premier. L'architecture était pour le groupe artistique autour de cet art un moyen de faire pénétrer la plastique pure, leur concept de ce que l'art moderne devrait être, dans la rue, chez tout le monde. C'était le moyen de s'adresser pas seulement aux connaisseurs, pas seulement à la petite bourgeoisie dans les musées, non, c'était une façon de faire descendre l'art dans la rue. Alors c'était un moyen super important. Et pour eux, la plastique pure était une traduction en français de Zuiverbeelding. C'était un concept que Theo van Doesburg, un membre éminent du De Stijl, avait introduit en Belgique. Et la plastique pure, c'est leur façon de parler de l'art abstrait, qui est évidemment une espèce de terme aussi assez plastique, parce que ça permettait à la fois de parler du néoplasticisme du De Stijl, mais aussi du cubisme français et mettre plein d'influences ensemble. En tout cas, l'architecture avait cette promesse. Alors, il parlait pour l'architecture et pour le niveau urbain de la paix plastique. Ce n'était pas tellement l'idée de faire une espèce de plastique pur à l'échelle de la ville, c'était l'idée de faire une paix plastique à l'échelle de la ville. C'est quoi? C'est une traduction, c'est un terme qui traduit ce que le grand architecte hollandais Berlage avait nommé le repos. L'idée était que au XIXe siècle, avant l'architecture moderne, les architectes faisaient une espèce d'architecture éclectique, avec plein de styles néo, et l'idée était qu'il fallait s'en débarrasser, parce que c'est trop une expression d'un individualisme et d'une culture considérée comme trop bourgeoise et trop abondante, et il faudrait, selon les frères bourgeois, essayer de diminuer ces différences, ces volontés individuelles, pour faire une œuvre qui parle de l'ensemble. Alors, c'est le repos, c'est la paix plastique. Pas essayer de faire quelque chose qui crie, mais avoir quelque chose un peu comme la cité moderne, où tout est un peu pareil, blanc, gris. Et vous m'entendez dire, oui, un peu neutre.
évidemment. Et le manifeste, le texte manifeste sur l'architecture finit avec cette phrase fameuse étant donné que transformer radicalement l'architecture urbaine est utopique, on ne peut pas raser tous ces quartiers, ces beaux quartiers autour de Bruxelles, ces extensions 19e. Non, essayons de la neutraliser. Et comment on peut neutraliser? C'est pour les constructions nouvelles, faire le moins de bruit possible et de faire du blanc, du calme, quoi. Une architecture de la retenue. Et du coup, la fameuse phrase qui commence, qui est le début de ce texte manifeste, c'est le salut de l'architecture, c'est la dèche. Phrase choc qui est repris aussi dans toutes les histoires de l'architecture moderne du XXe siècle. Ça veut dire en quelque sorte, si on veut neutraliser l'architecture, on a besoin d'une bonne crise économique pour éviter que les architectes dépensent trop d'argent dans leurs façades et qu'ils vont trop ornementer et faire des styles néo. Non, s'ils n'ont pas d'argent, ils vont obligatoirement faire quelque chose de simple et ça sera vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus neutre, quelque chose qui parle de l'ensemble, la société, qui parle d'une nouvelle harmonie et pas d'une nouvelle cacophonie. Ça, c'est le premier moment. C'est un moment qui est intimement lié au positionnement de l'art moderne, une revue qui date des années 80 du 19e siècle, une revue qui était menée par Edmond Picard et qui avait thématisé dans cette revue ce que l'art social pouvait être. L'art social qui n'était pas la même chose que l'art socialiste. Il y avait une division très nette entre ce qu'est l'art et la politique. Alors, l'art social était faire un art qui, au début, est assez réaliste, un peu comme Constantin Meunier, par exemple. On dépicte un monde dur pour aider sa guérison. Donc, c'est une espèce de réalisme curatif. Et peu à peu, chez Picard, à la fin des années 90 du 19e, ça devient un art vraiment démocratique qui s'adresse à tout le monde, qui change ses contenus pour être compris par tout le monde. Un art social et un art pour tous. Alors, cette notion d'art social est évidemment en contradiction, elle est en opposition avec l'autre terme, l'art pour l'art, l'art qui parle de l'autonomie de l'art. Et c'est particulier parce que Bourgeois, ici au début, voilà, il a en tête de faire un art social comme un art pour tous, un art qui descend dans la rue, un art qui amène cet art moderne, cette plastique, et le rend accessible pour tout le monde. Dans les années 20, peu à peu, avec ces contacts internationaux, cette première vision de la paix plastique va être transformée en architecture par sa rencontre avec Hannes Meyer, une rencontre qui a lieu en 1924 dans le cadre de l'exposition internationale de la coopérative à Gand, où Hannes Meyer présente son théâtre coop, mais qui va s'intensifier avec les années. Et en 1927, Bourgeois visite le Bauhaus à Dessau et visite Hannes Meyer. Et Hannes Meyer lui montre son projet pour le Palais des Nations, le Palais, la Société des Nations. Il y avait un concours à ce moment-là. Le concours est très connu parce que Le Corbusier a perdu le concours, ou pire, a été exclu, puisqu'il avait fait ses plans en crayon et pas en encre de Chine. Alors le jury l'a disqualifié, et c'est un peu le début de la grande protestation internationale. Un projet qui était tout aussi intéressant que le projet de Le Corbusier, voire peut-être plus intéressant, c'était ce projet de Hannes Meyer, qui est un manifeste construit, ou un manifeste projeté, d'une architecture purement fonctionnaliste, qui n'a aucune volonté esthétique. C'était ça que Hannes Meyer avait comme discours, et dans la correspondance entre Bourgeois et Hannes Meyer,
Et je peux vous dire, la correspondance en général entre Bourgeois et ses confrères est extrêmement, presque administratif. Est-ce que je peux avoir telle photo? Parce que j'aimerais bien. Et ici, pour la première fois, ou une des rares fois, il dit quelque chose dans cette correspondance qui est très significatif. Il dit, je viens de voir dans le Werk, la revue suisse dont on a parlé, votre projet de Genève, j'ai eu mieux le temps de le voir qu'à Dessau, et je trouve tout à fait remarquable par son absence de volonté esthétique et par son esprit constructif. Et alors il demande s'il peut les publier. Hannes Meyer ne répond pas, ou je ne sais pas. Et il répète en octobre la même question. Je tiens énormément à pouvoir les publier. J'ai souvent songé avec satisfaction à nos conversations de Dessau. Et là, on comprend, Bourgeois adopte le même discours fonctionnaliste, anti-esthétique que Hannes Meyer. Et son architecture va subir aussi ça. Et s'il y avait encore une volonté esthétique dans la cité moderne, ou par exemple dans cette série de Villas Blanches qu'on a vues avant, ici, pour la première fois, dans cette réalisation d'Oskar Jespers, il va justifier la construction dans ses écrits comme la résultante scientifique d'un problème bien posé, comme une espèce de fonctionnalisme organique parfaite. Et par la suite, dans les années 30, son architecture devient de plus en plus anti-esthétique, de plus en plus, on va dire, grise, neutre, plus neutre qu'avant en tout cas. Et le deuxième élément, et c'est au même temps plus ou moins, il est influencé par Ludwig Hilbersheimer, un jeune architecte marxiste allemand qui publie pas seulement une publication où il reprend des illustrations de l'œuvre de Bourgeois, mais il va aussi faire une espèce de manifeste sur ce que l'architecture de la ville devrait être. Ça s'appelle Großstadtarchitektur, l'architecture de la Großstadt, la Großstadt étant la ville industrielle du XXe siècle. Et il publie cette ville où il n'y a plus de congestion, où tous les problèmes de la ville, tous les problèmes de Charleroi au cours du XXe siècle sont résolus. Tout est derrière des façades parfaitement neutres et tout se déroule. Et Bourgeois, dans son projet pour Bruxelles, il reprend le même vocabulaire esthétique et il parle de la même neutralité urbaine. Alors c'est le fonctionnalisme de Hannes Meyer avec cette vision urbaine de Hilbersheimer qui sont le fondement en quelque sorte de sa vision sur la neutralité urbaine qui va se superposer à son discours sur l'art social qu'il avait développé dans cet art. Et le tout va se trouver une espèce de synthèse dans deux publications que Bourgeois fait à la fin de sa vie. D'une part, à la fin de sa vie, dans l'après-guerre. D'une part, une publication de l'architecture au temps d'Erasme à l'humanisme social de notre architecture. Et l'autre, l'architecte et son espace, dans lequel il va revenir sur ces questions à la fois de patrimoine, et de l'histoire de l'architecture et la question d'esthétique urbaine. Ce qui est spécifique dans l'architecture au temps d'Erasme et il interroge le passé et notamment la Renaissance. Et il y a deux grands changements de paradigme qu'il observe dans la Renaissance. C'est que la ville devient à ce moment-là une finalité du projet d'architecture. C'est l'idée, il analyse toute une série de coupoles réalisées à Rome et ailleurs dans le monde, et il dit en quelque sorte, voilà, l'architecture devient monumentale et la finalité de cette architecture monumentale, avec ses dômes, c'est d'être présent dans la ville, d'être des sculptures dans la ville.
qui réclament une présence dans la ville. Alors, il y a cette phrase, parce que Bourgeois, il écrit et il pense en aphorisme, écrit « un bon dôme est souvent une mauvaise coupole », et en quelque sorte, c'est une observation qu'il fait. Il dit, voilà, la coupole dans l'espace urbain fonctionne bien. Souvent, si on entre, on est déçu. Il parle avec beaucoup de nuances du palais de justice à Bruxelles. Vous voyez, cet énorme dôme qui fonctionne très bien dans le panorama bruxellois, mais quand on entre, on est déçu parce qu'on ne sent pas du tout cette coupole. Alors, mais c'est drôle, c'est une observation sur l'architecture, mais c'est en réalité aussi une façon qu'on peut lire son œuvre. Bourgeois, dans toutes ces photos qu'il fait faire, il y a rarement des photos d'intérieur. C'est toujours des photos, comment le bâtiment s'insère dans la ville et comment on peut lire le bâtiment, comment cette fameuse neutralité urbaine est perceptible dans l'extérieur de ces bâtiments. Et souvent, les intérieurs sont un peu décevants, sont un peu des mauvaises coupoles, quoi. Deuxième élément, c'est que la ville devient, dans la Renaissance, deuxième changement de paradigme, la ville devient un objet du projet d'architecture, c'est-à-dire que les architectes de la Renaissance croient dans la faisabilité de la ville et dans le fait qu'on peut la dessiner. Voilà, Quiconque pose le problème en homme capable d'agencer la ville selon un schéma du cerveau, voyez, c'est un langage assez lourd des fois aussi. Continue la grande révolution classique de la Renaissance. Je ne vais pas vous la lire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bourgeois a des obsessions avec certains quartiers à Bruxelles, et notamment le quartier du Parc à Bruxelles, qui est un quartier 18e, avec une architecture très, très blanche, avec des socles en pierre bleue, des pierres calcaires blancs qui est posée au-dessus. Et cette architecture 18e qui fait des ensembles, il adore ça. Et il parle avec beaucoup de mépris de l'architecture éclectique du 19e, mais avec beaucoup d'amour de l'architecture presque neutre du XVIIIe siècle, classique. Voilà. Et pour lui, ça c'est aussi la Renaissance, c'est ça, hein, ainsi. Parce que la Renaissance est un peu, pour lui, c'est pas quelque chose qui se passe en Italie, en Toscanie au XVe siècle. Non, c'est quelque chose qui continue, c'est le classique, c'est le néoclassique, voilà, tout ça c'est... L'introduction massive de la Renaissance remonte qu'au XVIIIe siècle. Voilà. Et là, il parle de... Et dans la dernière publication, qui est un peu son testament, il parle de l'architecte et son espace. Il parle de l'espace de l'architecte, l'espace de travail, les différents instruments que l'architecte utilise pour faire son travail. Et il parle aussi du terrain d'action de l'architecte, la ville concrète comme ensemble plastique et la finalité de ce bouquin, et on peut le lire au début, c'est l'esthétique urbaine et c'est cette recherche pour une neutralité urbaine. Alors, tout au début du livre, il fait un avertissement au lecteur. L'intégration organique du fait sculptural ou pictural dans les ensembles qui le conditionnent et le dépassent suppose l'ajustement de tous les profils, de tous les volumes, de tous les tons, de tous les objets, de toutes les plantations et de tous les outils individuels et collectifs à cette harmonie utile des étendues habitées de villes. À ce stade de la beauté urbaine, il est une sculpture, une peinture, une architecture et aussi un espace qui revendique simplement l'honneur de servir comme des matériaux de choix, les instruments de l'architecte. Nos études se limitent à une analyse de ces fonctions nouvelles, éternelles également. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Oui. Merci, Monsieur Schroen. Je voulais vous poser une question concernant la ville de Charleroi. Quand on se promène, on voit des immeubles art déco, art nouveau, et puis on a construit des immeubles avec des façades en verre, ou bien on n'a pas respecté les hauteurs, on a 3 étages, et puis on en met 8 à côté. C'est exactement l'inverse de la neutralité que vous avez évoquée. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Personnellement, ce que j'en pense diffère un peu ce que Bourgeois en penserait. Bourgeois dirait que c'est quelque chose qui est fondamentalement à éviter. Il aurait préféré faire vraiment des rues assez harmonieuses, et ça implique certains hauteurs de corniches continues, l'utilisation des matériaux qui sont toujours les mêmes, etc. Personnellement, je trouve ça assez excitant de voir comment, à la fois Bruxelles, mais aussi Charleroi, s'est développé, et qu'il y a une espèce de jeu avec tous ces contrastes et tous ces bâtiments hétéroclites. Ça m'amuse beaucoup. Alors, je trouve ça pas du tout problématique. Mais je ne suis pas bourgeois. Oui, nous avons trouvé votre conférence très intéressante, mais nous restons un peu sur notre fin sur le domaine du logement social. Or, Dieu sait si Victor Bourgeois a été très actif dans le domaine du logement social, et particulièrement à Charleroi. Et en tant qu'auteur de projet architecte, nous avons, mon associé et moi, mis à l'honneur Victor Bourgeois, puisque je ne sais pas si vous savez que la cité qu'il a réalisée pour le foyer montagnard, qui fait maintenant partie de la Sambrienne, qui est située entre la chaussée, donc l'avenue du Centenaire, et vous avez la rue Trieux-Quézin, l'avenue François Reconnu, a fait l'objet d'une rénovation importante, rénovation qui a conduit à transformer les immeubles de Victor Bourgeois en les immeubles rénovés les plus énergétiquement performants de Wallonie. Nous avons créé également un nouveau bâtiment pour remplacer un des bâtiments qui avait été démoli, et nous l'avons appelé Résidence Victor Bourgeois. Donc, et le tout, c'est que ce projet a obtenu le grand prix belge, donc le Belgian Award du développement durable. Il est allé à la COP23 à Bonn, où il a obtenu le grand prix international Ville durable devant 192 villes dans le monde. Et donc, si vous allez maintenant sur Internet et que vous tapez Cité du Centenaire, vous allez entendre parler de Victor Bourgeois. Alors, dans cette cité, Victor Bourgeois avait invité des artistes à faire des décorations, faire des œuvres. De là-haut Jo de là-haut, forcément. Cette œuvre a été effacée, elle se trouve devant les bureaux actuellement donc, de la Sambrienne, qui est dans un des immeubles qui est perpendiculaire à l'avenue du Centenaire. Elle a été, comme c'était un garage, enfin c'était un espace ouvert qui avait été peint et qu'il a été refermé, on a recouvert l'œuvre de là-haut, et dans le cadre de la rénovation que nous avons faite, nous avons intégré une œuvre de Léopoldine Roux, grâce à l'appui de la communauté française, donc le service, qui est également une artiste maintenant mondialement connue et qui reprend différentes couleurs. Donc je trouvais que c'était intéressant de le signaler. Tout à fait. Ce n'était pas directement l'objet de la conférence, mais évidemment, il a fait un... Vous dites qu'il n'est pas trop connu, qu'on ne le reconnaît pas trop, mais voilà, je crois que peut-être la reconnaissance est tardive. Et je voulais vous proposer une petite lecture de 4 lignes d'un texte qu'il a écrit dans La Maison. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce document. La revue La Maison. Oui, il a donc, c'est une chose importante. Oui. Il a écrit tout un article qui s'intitulait « La géométrie libre et les habitations à bon marché ». Et donc, il a fait une maquette de ce plan, et c'est pas ce qu'il a réalisé. Et c'est très poétique ce qu'il écrit, parce que finalement, ce qu'il écrit à l'époque a du sens aujourd'hui, et nous retrouvons du sens. Et ce qu'il dit, il dit « Prenons le cas d'un programme systématique de relogement-remplacement de taudis dans une agglomération industrielle. Si la construction économique et ses exigences de plan justifient certaines géométries rigides d'élévation, il convient que l'ensemble profite à des degrés variés de toutes les chances de spontanéité et de surprise. »
Il dit « Cela commence par une libération essentielle. Les immeubles sont implantés sur une pelouse avec un maximum de souplesse, pas d'alignement soldatesque, comme dirait notre ami Bram d'Anvers, et de routes administratives. Pour les piétons, des pas japonais qui ont l'air de pousser sur le gazon. Pour les véhicules, de petites rues en cul-de-sac qui conduisent exclusivement aux portes des immeubles. Cela continue plus loin que l'intervention de Thierry Boisé ou même des dynamisations nécessitées par relief du sol, etc., etc. Et il parle de la commune de Montilly-sur-Sambre. Il y a une certaine poésie dans cette manière de voir les choses. Oui. Et dans cette revue, on voit effectivement donc la manière dont il implantait les immeubles d'appartements. Et puis finalement, une toute petite partie de cette cité a été réalisée en immeubles d'appartements et le reste a été construit en maison, probablement le résultat de pression politique, financière, économique, que sais-je. En tout cas, toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, ces bâtiments, on leur a retrouvé une nouvelle vie et quelque part, ça doit nous faire réfléchir au sens de l'architecture. Quand vous dites qu'on fait de l'architecture neutre, mais finalement, qu'est-ce qui est important? Qu'on parle d'un architecte et qu'il a fait une œuvre importante dans laquelle les gens ne savent pas vivre, ou de quelque chose qui 100 ans après ou 50 ans après continue toujours à satisfaire à la population et aux fonctions pour lesquelles il a été réalisé. Et là se trouve aujourd'hui la discussion fondamentale du rôle de l'architecture. On parle de rôle culturel, mais il y a... Voilà, et je conclus, voilà, c'est tout. Mais je trouvais que c'était intéressant d'aborder sous cet aspect neutralité. Merci. Reste dans ma grille, ceci n'était pas une question. Est-ce qu'il y a une question encore? Oui. Bonjour, merci encore pour votre conférence. Je voudrais savoir quelle est l'influence, par exemple, que le constructivisme russe aurait eu sur le travail de Bourgeois. Y en a-t-il? C'est difficile à dire, mais Bourgeois était parmi les architectes et les amateurs d'art les mieux informés du moment, directement après la guerre. Il était vraiment via plein de réseaux en contact avec ce qui se passait un peu partout dans le monde. Et il avait aussi une carte parti socialiste, c'était le Parti ouvrier belge. Et du coup, c'est pas du tout exclu que par ce biais-là, il y avait des très bons contacts avec ce qui se passait sur le plan artistique en Union soviétique et que déjà, peu après la révolution russe, qu'il a entendu parler de tout ça. En tout cas, ça devient uniquement visible, palpable, à partir de 1922 dans cet art. Alors là, on commence à publier ce qui est accessible et à un moment donné, on parle aussi évidemment de Malevich, on parle de Melnikov, etc. En 1925, c'est évident, et Melnikov, architecte constructiviste important, construit son pavillon à Paris. Alors du coup, oui, c'est connu, c'est archi connu à ce moment-là. Ce qui est intéressant de savoir si au niveau, vers 1919, 20, 21, si dans ces années-là, c'était connu. Et on ne le sait pas, pour être honnête. Il y a un peu de correspondance, mais c'est plus tard, et c'est aussi beaucoup plus répandu à ce moment-là, grâce à l'exposition de Paris. Maintenant, la plastique pure, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de terme conteneur, et on met tout dedans. L'esprit nouveau, on met le néoplasticisme hollandais, on met le Bauhaus dedans, et tout ça, c'est de l'art abstrait. Et oui, le constructivisme russe se trouve aussi dedans, mais oui, encore une fois, c'est pas toujours très clair à quel moment ça arrive. En tout cas, on trouve des traces dans son travail. Enfin, je trouve des traces qui viennent de là. Ou des concordances. Enfin, on avait, oui. Alors, on pourrait dire qui a influencé qui ou qui s'est inspiré d'eux. Enfin, c'était la
C'est la même période, mais Ginsburg, Melnikov, c'est des grosses figures qui... il y a une espèce d'influence très très claire de eux et de leur recherche typologique vers Le Corbusier, la cité radieuse, le fameux plan, la coupe avec la double hauteur et le couloir central, c'est quelque chose de l'unité d'habitation à Marseille, c'est quelque chose qui vient de chez Ginsburg, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est très clair. Après, chez Bourgeois, l'influence au début, c'est quand même des années formatives, c'est essentiellement une influence hollandaise, même dans Bourgeois était francophone, bien entendu, mais pour la Cité moderne, qui était une société coopérative aussi essentiellement francophone, on parlait de bâtiments Bovenhuis. Et c'est des termes qui font référence à des typologies hollandaises. Alors, Bourgeois fait aussi 2 voyages d'études dans les années, début des années 20 en Hollande, où il va visiter ces typologies. C'est la typologie d'une habitation qui se met au-dessus d'un autre avec un cage d'escalier indépendant. Alors, le terme Bovenhuis arrive dedans et c'est une preuve très claire qu'il y a une influence hollandaise mais il n'y a pas de telles preuves pour ce qui concerne les constructivistes russes. Oui, c'est de l'architecture moderne, et oui, les Russes faisaient aussi de l'architecture moderne, monumentale, qui était bien ancrée, etc. Mais bon, il y en avait plein qui faisaient ça à ce moment-là. Alors, quelle est l'influence? Oui, c'est très dur à dire. Je vous en prie. Oui, monsieur le professeur, c'était très beau, la beauté urbaine, mais j'ai vu aussi dans votre diapositive, là, des blocs de 19-20 étages, genre oui. Et Trimo. Et ça, la tendance n'est plus à ça, hein. Mais plus du tout, hein, parce qu'on a vu à Mons la cité des Mésanges, ils ont abattu. Hein. Moi, j'ai eu la chance de vivre 13 ans à Tournai. Là, il n'y a aucun immeuble qui monte plus de 4 étages. Et moi, je pense que pour la beauté urbaine, pour la convivialité, c'est beaucoup mieux. Parce que ces cités où on a construit des blocs à 20 étages en France, ils commencent à le démolir aussi. Hein, parce que ça ne va pas, hein, au point de vue social. Hein. Surtout si on met tout le monde là-dedans. Hein. Il y a tous les groupes de sociétés et parfois ça ne se passe pas bien. Alors je voulais vous demander comment ça se fait que c'est atterri dans votre exposé, ces grands buildings, genre Etrimo, là. Merci. Oui, Bourgeois était... je parle bien de Bourgeois, je ne parle pas de moi-même. Après, je peux aussi parler de moi-même, ça sera une autre histoire. Mais Bourgeois, pour lui, il était un architecte moderniste qui croyait dans cette rêve de la ville radieuse, une rêve qu'il a partagée avec Le Corbusier et avec tant d'autres modernistes. Alors, pour lui, il n'y avait pas de discussion. La typologie de la tour était quelque chose qu'il fallait essayer de mettre en place. Mais ce qui est spécifique avec Bourgeois, c'est qu'il n'avait pas d'exclusive. Il ne disait pas il faut uniquement faire des tours. Il disait aussi, bon, si on est ailleurs, à Marcinelle ou à Jemappes, pourquoi pas faire des architectures qui sont adaptées au contexte et ne pas faire des tours. Mais il était aussi pour les tours. Hein. Je veux dire, il n'était pas seulement un architecte contextuel moderne. Ça, c'est un élément. L'autre, aujourd'hui, oui, les tours sont plus à la mode et puis à nouveau à la mode. Moi, personnellement, j'habite dans une tour. Je suis parfaitement heureux là-dedans et je trouve ça un paradoxe par ailleurs la vie dans une tour parce qu'on dit voilà c'est pas humain, c'est une autre échelle, etc. Mais en même temps
c'est une vie anonyme, mais en même temps, je connais peu de gens qui vivent tellement en communauté que nous. On rencontre nos voisins, mais tous les jours dans les ascenseurs. Et il y a des terribles conflits. C'est comme un village, c'est vraiment une communauté. On est 200 à vivre dans une tour près du parc parc Josaphat à Schaerbeek. Et c'est vraiment une communauté, c'est un village avec des différents camps dans le conseil des copropriétés où il y a des contestations, il y a des pétitions qui sont signées, il y a un peu des conflits et ça donne beaucoup en quelque sorte quand même beaucoup de convivialité à la vie dans une tour comme ça. Ça n'exclut pas qu'il y a souvent des problèmes dans les cités, etc. Mais peut-être ces problèmes ne sont pas liés à la typologie de la tour. Peut-être ces problèmes ont à voir avec un manque d'entretien, souvent aussi, un manque de mixité sociale. Hein. Si on met tous les pauvres d'un côté, tous les riches de l'autre, il n'y a pas de mélange. Il y a certains qui disent que c'est pas très bien. Bon, en tout cas, je suis pas d'accord de faire un procès autour comme typologie. On peut pas condamner des typologies. On peut condamner les usages qu'on en fait dans notre société. Je ne sais pas si je vous ai répondu plus ou moins. Bien, merci beaucoup. On va passer au drink. Hein. Et merci encore, Iwan, pour ton exposé. La prochaine séance aura lieu le 28 mars. Ce sera ce sera une séance d'ouverture à un colloque qui se prolongera sur les arts du spectacle, si vous avez regardé les programmes qui sont là-bas. Donc, c'est organisé par des professeurs de l'ULB. Donc, il y aura une conférence introductive ici sur les relations entre les arts du spectacle et les réseaux sociaux, et le lendemain, le colloque se prolongera, mais pas ici, dans les bâtiments de l'ULB Charleroi, au Zénogramme. Donc si vous voyez où c'est, en face du BPS 22. Voilà, merci beaucoup, au revoir.